Bonjour, comment vas-tu? J'espère que la progression se passe correctement pour toi. Je n'en doute pas. Oh, il faut que je te dise que, comme tu le constates, nous allons dans quelque chose de gravissime. Et tu es en train d'apprendre des choses interdites. Cela te met en danger. Sois-en informé. Mais tu cours peut-être des dangers beaucoup plus grands que ça, au fond. Tout est une affaire d'équilibre. Bien, nous allons récapituler. Avant toute chose, celui qui viendrait t'apprendre cette vidéo en cours, sans avoir regardé les précédentes, ne risque pas de comprendre quoi que ce soit. Donc, descendez dans la liste des vidéos et commencez par celle qui s'appelle le choc révélatoire, puis remontez étape après étape, marche après marche. Je rappelle que il y a d'excellents maîtres guerriers qui travaillent sur le côté droit et que moi je travaille sur le côté gauche. Travailler sur le côté gauche veut dire que je m'occupe de ta mémoire supplémentaire et pas de ta mémoire cérébrale. En ce sens, je t'invite à regarder mes vidéos, d'aller te coucher après, de noter tes rêves, ce dont tu as rêvé. On est en train de déverrouiller la mémoire supplémentaire. Bien, pour parler de manifestation de la mémoire supplémentaire, tu sais que les juifs, juifs 2.0, emploient le terme de bête immonde, retour de la bête immonde. Maintenant que tu as un peu cheminé, tu commences à comprendre de qui parle le subconscient des juifs, parce que pour beaucoup, ils parlent de manière subconsciente. Ils ne savent pas forcément de qui ils parlent. Toi, maintenant, tu le sais. Ils parlent bel et bien de cette créature fabriquée sur mesure, ou presque, appelée Néandertal. Je t'ai dit que pour moi, Néandertal n'est pas un humain. Parfois, je dis l'homme de Néandertal, mais c'est parce que je suis habitué à le dire ou on m'a habitué à le dire, donc ça sort tout seul. Mais pour moi, Néandertal n'est pas un homo, puisqu'il a été fabriqué par une intelligence autre que l'intelligence de la vie. Maintenant que tu as commencé de cheminer et que tu sais que l'Homo sapiens est la créature légitime, tout devient clair dans ta tête au fur et à mesure. Tu comprends pourquoi est-ce que les Noirs ou et ceux qui se rapprochent des Noirs en termes de génétique, en termes d'expression de l'eumélanine, la mélanine qui donne des couleurs. Ok? Tu commences à comprendre pourquoi. Tu commences à comprendre pourquoi est-ce que, contre toute attente, l'homme noir vaut sur le marché des organes plus qu'un achromatique. Parce que sa génétique est la génétique naturelle. Tu as compris que, au fond, tout le monde est noir, y compris les achromatiques. Puisque
c'est Néandertal d'un côté et l'homme de l'autre, l'Homo sapiens. Il n'y a pas d'entre-deux en vérité. L'entre-deux qui a émergé, c'est le viol de Néandertal des femmes Homo sapiens, puisque sa génétique défaillante lui occasionnait des troubles multiples et qu'il n'était plus apte à la survie. Tu as compris que la Genèse, le livre de la Genèse parlant d'Adam et Ève, ne concerne pas les vrais humains, les Homo sapiens. Ça ne la concerne que Néandertal. Il y a eu d'autres versions. Hein. Tu as compris que aucune créature ne peut être achromatique. Ce n'est pas possible. N'est achromatique que celui qui est poilu, velu, parce que son pelage le protège. Les achromatiques sont donc des velus qui ont perdu leur poil. D'accord ? Et auquel cas, la peau brute apparaît. Tu as déjà vu ça sur des animaux, hein. Des animaux qui perdent leur poil, ou qui sont tondus par leur maître. Tu as compris qu'il y a une concurrence déloyale entre Néandertal et Homo sapiens. Donc au fond, tout le monde est noir, puisque il n'y a plus, en apparence en tout cas, de Néandertal sur la planète. Le Néandertal est entré dans la génétique d'Homo sapiens pour lui dérober sa génétique parfaite afin de se revêtir d'une nouvelle génétique. D'accord ? Et s'est redéfini lui-même conformément à son idéal. Tu peux imaginer que quand il a vu Homo sapiens, il avait dû être émerveillé. Il s'est dit « Waouh, c'est quoi ce truc? C'est génial !» Bah oui, c'est la créature originelle et conçue pour être l'élu. Élu à quoi? Je répète, dans l'ordre naturel, il y a l'évolution. L'évolution, c'est dans une direction, dans un but, pour une finalité. On commence par des primates. Ces primates changent de stade et deviennent Homo habilis, changent de stade et deviennent Homo erectus, changent encore une fois de stade, deviennent Homo sapiens. Mais ce n'est pas le stade ultime, Homo sapiens. Et Homo sapiens est une étape supplémentaire vers ce que je t'ai déjà dit, à savoir l'incarnation de la vie elle-même dans la vie. C'est-à-dire que la vie vivifiante, l'énergie de vie vivifiante, descend dans la création sous forme, cette fois-ci, de créatures vivifiées. Tu peux imaginer le rêve absolu que cela représente, d'être la vie dans la vie. Celui qui est la vie elle-même, faite
homme divin doit, comme tu peux le supposer, avoir des pouvoirs extraordinaires sur la nature elle-même, directement. Un tel homme divin pourrait dire, blé, je te demande de croître, et le blé croîtrait à l'instant même. Véritablement. Tu peux imaginer cela. Or, cette évolution naturelle a été contrariée par l'intervention de Néandertal. Il est apparu. Néandertal n'est pas apparu tout seul, il n'est même pas responsable au fond de ce qu'il se passe, il n'a pas demandé à exister. Il a été créé par le génie génétique. Et puisque, aussi génial soit ce génie génétique, il n'a pas la compétence du Dieu originel et véritable, le Dieu de la vie. Et auquel cas, on peut comprendre que son robot biologique est fini par être totalement défaillant. La somme de défaillances génétiques qui se sont manifestées dans cette tentative qu'est l'homme de Néandertal démontre que ce n'est pas l'intelligence suprême qui est à l'origine de cette créature. Je t'ai montré l'ancien monde, je t'ai montré que l'ancien monde était le monde des Homo sapiens, donc noirs. Et tu peux constater par toi-même que, à travers l'art, à travers les sciences, à travers l'architecture, les constructions prodigieuses, les écrits que l'homme, Homo sapiens, élu pour incarner la divinité, était à un stade supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, et de très loin. C'est en ce sens que je ne cesse de te répéter, il faut retrouver l'esprit. Nous ne sommes pas dans l'évolution là, mais dans l'involution. Parce que Néandertal, ou plus exactement les ingénieurs qui l'ont produit, ont d'autres buts qui sont en opposition avec la volonté cosmique et avec le plan cosmique. Nous allons voir un extrait, enfin une petite vidéo qui va montrer qui va être en concordance avec ce qu'on a commencé de voir hier. Hier, on a vu les origines du nazisme. Tu vas comprendre davantage maintenant. On va regarder cette vidéo. Donc je vais te la montrer directement pour ne pas faire de montage, parce que j'ai pas envie de m'embêter à faire des montages. Tu pourras toujours aller la regarder par toi-même. C'est une chaîne qui est superbe, qui est tenue par une femme qui s'appelle Julie Couvreur. Tu as vu hier dans la vidéo de celui qui se fait appeler le Mémorieux, tu as vu que les Yamnaya ont, entre guillemets, évolué, ou se sont fait évoluer. Tu connais leur technique. Le viol
Donc le viol et le vol, c'est la même chose au fond. Hein. Violer pour voler, c'est le but du viol n'est pas sexuel. C'est la reproduction. C'est pas le plaisir sexuel, pardon. C'est la reproduction. La reproduction, c'est-à-dire envoyer ses propres gènes dans un, ce que j'appelle une Stargate, une porte des étoiles, une porte de l'étoile, de telle façon que sorte un être hybride qui soit chargé non seulement de la génétique de Néandertal, mais qui plus est, de la génétique du parfait. Ça fait naître un être imparfait, mais meilleur, de meilleure qualité que ce qui était Néandertal. Néandertal n'était pas grand, hein, il mesurait quelque chose comme 1,60 m à peu près. Hein. Petit, trapu, une sorte de gnome. Je t'ai montré que sous le pelage de Néandertal, une fois que son pelage est tombé, ce qu'on voit apparaître, c'est ce fameux homme blanc. C'est ainsi qu'il s'appelle, mais il n'est pas blanc. Il est important que tu nommes les achromatiques achromatiques. C'est important pour eux, déjà, tu es le miroir qui montre le réel. Blanc, ça s'appelait blanc, c'est s'affirmer de manière positive. Je suis cela. Non, tu n'es pas quelque chose. Tu es l'absence de quelque chose. Tu es privatif, chromatique. Tu es privatif. De la même manière que ton père, le Néandertal, est aussi privatif. Il n'est pas homo. Il a été nommé homo. En ce sens, puisque dorénavant, toute créature humaine est composée de la génétique de l'Homo sapiens, cette génétique doit être protégée. Elle appartient à la vie, cette génétique-là. Ainsi, la question n'est plus de savoir si les gens sont noirs ou achromatiques. Génétiquement, elle est de savoir comment ils se déterminent eux. S'ils s'appellent eux-mêmes blancs, qu'ils se revendiquent blancs, qu'ils se veulent blancs, par cette affirmation, ils sont en contradiction avec la vérité cosmique et naturelle. Et ils sont rebelles. Et ils sont donc les ennemis de l'Homo sapiens. En revanche, si l'achromatique reconnaît sa génétique parfaite, ou la part parfaite de sa génétique, à savoir la part Homo sapiens en lui, qui est originellement noir, s'il veut être cela, s'il se détermine comme cela, alors il est noir. Tu comprends ? Même si sa peau est claire. Sur la gamme Pantone, il y a plein de variations de teintes. Certaines personnes sont mates de peau. Mates de peau, ça veut dire qu'elles sont teintées de mélanine en moins grande quantité que celui qu'on appellerait noir en le voyant. C'est uniquement cela. Mais on peut aller encore plus loin. Un pseudo-blanc qui est en fait un achromatique, si on a un appareil
à pénétrer à l'intérieur même de sa peau, ah ben on va peut-être y trouver un peu de mélanine par-ci par-là, mais en trop faible quantité pour que, selon l'optique de l'homme, on le voit comme étant noir. Mais il l'est. C'est un métis. Plus qu'un quartéron, un octéron, tout ce que tu veux. Mais il a cette part en lui. Il lui revient de décider ce qu'il veut être. Si il veut être un blanc, s'il s'affirme dans le réel, il dit je suis, et je suis blanc, là il commet un crime. Là il est complice des criminels, du criminel. Il y a un criminel. On l'a vu dans la traduction de Zecharia Sitchin des tablettes sumériennes. Je t'ai dit également que tous les hommes vrais sont noirs. Donc quand tu vois avec tous les phénotypes, quand tu vois des sculptures d'hommes, ces sculptures c'est en pierre, donc tu ne vois pas la couleur. Tu vois un nez droit, tu vois des lèvres minces, tu peux penser que ce sont des blancs. Non, ce ne sont pas des blancs, ou des achromatiques. Parfois, certains signes te permettent de voir. Par exemple, la barbe. La barbe est représentée sous forme de rond. Voilà, c'est pour montrer que c'est frisé. Et là, tu reconnais que, nonobstant le phénotype dit caucasoïde, il s'agit bel et bien d'un noir à phénotype caucasoïde. Tu comprends? Bien, on va regarder une vidéo qui s'appelle Les Vimanas, puisque, comme je te l'ai dit, comment il s'appelle, le mémorieux valorisait à travers sa vidéo le bon vieux temps de l'homme blanc Dieu, hein, c'est-à-dire l'arien. L'arien, c'est l'expérience finalement ultime de Néandertal, hein, qui commence par être un Yamnaya après avoir violé des femmes, mais il continue son alchimie jusqu'à obtenir un type d'homme pour lui idéal, c'est-à-dire l'habit parfait pour lui, le beau costard étant l'arien. L'arien, je te rappelle qu'il est grand, blond, aux yeux bleus. Or, rien de tout cela n'appartient à l'arien. L'arien n'existe pas, c'est une fiction. Les yeux bleus, ce qui fait les yeux bleus, le gène qui produit les yeux bleus, appartient au noir. Hein, nous l'avons vu avec l'homme de Chédar, qui était noir, avec des yeux bleus. Sur les îles Salomon, il y a des noirs blonds. L'arien relève d'un délire psychiatrique. Tout cela ne relève que de la folie, en vérité. La folie d'une créature qui a été lâchée sur cette planète et qui n'est pas un homme et qui ne sait pas qui elle est, qui n'est pas déterminée par la vie et qui pourtant est une créature vivante. Là est le crime. Le crime ultime étant de lui avoir donné la faculté de se reproduire. Si cette créature était restée stérile, oh bah, on n'aurait pas entendu parler longtemps. Tu vois? Le crime n'est... Oui, je t'ai dit que c'était borderline que d'avoir produit des robots biologiques, mais le crime est de les avoir rendus fertiles. Bien, regardons les Vimanas. À 2 pas de la Défense, Oh, dans le la pub, 92, c'est relou. le centre Vision Laser Paris-Ouest pratique depuis 5 ans la... Passer les annonces, full screen.
La littérature sacrée hindoue est la seule à mentionner des véhicules aériens en tant que tels et non en employant des images ou des symboles prêtant à plusieurs interprétations. Nous faisons allusion ici au Vimana, que l'on rencontre régulièrement tout au long du Mahabharata, cette œuvre littéraire gigantesque dont la composition semble s'être étalée sur des centaines d'années, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. On retrouve aussi les Vimana dans une épopée postérieure, le Ramayana. Ces ouvrages sont des livres sacrés de l'Inde ancienne et furent les initiateurs de la pensée fondatrice de l'hindouisme. D'après certains auteurs, les événements relatés dans le Mahabharata pourraient remonter à l'ère précédant le Kali Yuga, soit l'époque actuelle. Cette ère, le Dvapara Yuga, a pris fin aux alentours de 3100 avant Jésus-Christ. Traduit du sanskrit, Vimana signifie véhicule céleste. Dans un extrait du Karna Parvan, un des chapitres du Mahabharata, nous pouvons lire la description suivante. Nous aperçûmes dans le ciel quelque chose qui ressemblait à un nuage écarlate, comme des flammes cruelles d'un feu ardent. De cette masse émergea un énorme Vimana, peint en noir, qui lança de nombreux projectiles flamboyants. Le bruit qu'il faisait en se rapprochant de la terre ressemblait à celui de 1000 tambours roulant tous ensemble. Le Vimana se rapprochait du sol, à une vitesse incroyable, en lançant de nombreuses armes étincelantes comme de l'or, des milliers de foudres accompagnées d'explosions violentes et de centaines de roues de feu. Ce fut un affreux tumulte, pendant lequel on vit tomber les chevaux, les éléphants de guerre et des milliers de soldats tués par les explosions. L'armée en déroute fut poursuivie par le terrible Vimana jusqu'à ce qu'elle fût anéantie. Prenons une autre description de Vimana, cette fois tirée du Ramayana. Bhima volait dans son Vimana d'une splendeur solaire, avec un bruit de tonnerre. On aurait dit que 2 soleils brillaient dans le firmament. Le ciel tout entier s'éclairait violemment. Le Vimana brillait d'une lumière resplendissante, comme une flamme dans une nuit d'été. Il passait comme un météore entouré d'un nuage. Difficile de ne pas réagir devant des descriptions aussi saisissantes. De nos jours, des descriptions de ce type seraient apparentées à des témoignages de visions d'ovnis. En plus des descriptions physiques des engins, 8 chapitres du Vaimanika Sastra détaillent les procédés de fabrication des Vimana, expliquant quels métaux sont nécessaires. Le Samarangana consacre 230 strophes au principe de leur construction. Les textes ne laissent aucun doute sur la provenance de cette technologie avancée. Elle fut amenée par les dieux. La plupart des peuples anciens, tous continents confondus, ont rapporté les récits de leurs rencontres ou leurs relations privilégiées avec les dieux, ces êtres venus des étoiles, des millénaires avant l'invention de l'aviation. Le récit de leurs souvenirs a traversé le temps, à la faveur de leurs mythes et légendes. Ces visiteurs auraient apporté de nombreux bienfaits aux peuples primitifs qu'ils rencontraient. Agriculture, art, astronomie, mathématiques, mais aussi dans certains cas le chaos et la confusion. D'après l'étude du Mahabharata, il ressort de manière certaine que ces dieux avaient une grande avance technologique sur les populations locales. Les textes les décrivent comme ayant une morphologie comparable à la nôtre, qui doivent se nourrir et dormir, qu'il existe des hommes, des femmes et des enfants. Certains de ces dieux furent charmés par des femmes terrestres, et de ces unions naquit une descendance. On ne peut qu'être surpris de ces narrations, puisque la Bible et le livre d'Enoch, eux aussi, racontent la venue d'anges sur notre planète et prenant des épouses parmi les femmes de la terre. Ils étaient les anges déchus qui transgressèrent la volonté de Dieu. Les occupants des Vimana apparaissent tout aussi décadents. Il y avait manifestement des éléments distinctifs dans leur apparence qui faisaient que le peuple hindou les identifiait distinctement. Traits du visage, taille, couleur de peau ou de cheveux, peut-être le tout à la fois. Ils sont parfois décrits comme des humains à la peau bleutée. C'est un point commun aux représentations des 4 coins du globe. Ces ressemblances posent la question d'une possible influence à l'échelle planétaire. Si leur empreinte a bien été attestée sur tous les continents, à un moment précis de l'histoire de l'humanité, elle confirme la réalité d'un contact établi avec les humains. Les anciens textes indiens font donc mention des vaisseaux des dieux, les Vimana, qui sont leurs moyens de locomotion habituels.
Ces textes vont plus loin que tous les autres mythes. Ils ne se contentent pas de révéler l'existence des appareils utilisés par les divinités, ils présentent aussi leur mode de fonctionnement avec une quantité de détails étonnante. Dans le Samarangana Sutradhara, on mentionne des vimanas grands comme des temples, ou même comme des cités volantes. On parle aussi de certains types de vaisseaux qui volaient grâce à la désintégration atomique de l'air lorsqu'il se trouvait dans l'atmosphère et de celle d'un métal lorsqu'il naviguait dans l'espace. Il est aussi stipulé l'utilisation d'une énergie libre. Certains textes précisent comment les vimanas peuvent absorber l'énergie des rayons du soleil alors même que l'appareil est en vol. Les vimanas pouvaient avoir différentes formes, dont certaines étaient proches de celles des ovnis que les témoins décrivent de nos jours. Plusieurs types d'armes peuvent être embarqués dans les vaisseaux. Il est souvent dit qu'une fois les missiles lancés, ils provoquent de grandes destructions. Certaines armes décrites pourraient même s'apparenter à des armes nucléaires. L'épopée des dieux en Inde se termine par une grande guerre opposant deux clans humains à laquelle viendront se mêler les dieux. Les humains ayant usé de procédés discutables, les dieux décident de les punir en détruisant deux villes en utilisant une arme comparable à une bombe atomique. Une citation tirée du Musala Parva explique le moment où la bombe est lâchée sur la ville. Il lança son dard de feu sur la triple cité depuis son vimana qui planait dans le ciel. La cité fut cendre, les hommes furent réduits en cendres sous son dard. Un autre passage du Mahabharata décrit ce même événement. C'était un unique projectile chargé de toute la puissance de l'univers. Une colonne incandescente de fumée et de flammes aussi brillante que 10 000 soleils s'éleva dans toute sa splendeur. Les cadavres étaient brûlés au point d'être méconnaissables, leurs cheveux et leurs ongles tombèrent. Quelles armes de nos jours produisent ce genre de dégâts? La réponse est simple. Ce qui vient d'être présenté sur le contenu phénoménal des textes indiens peut sembler incroyable. Pour ceux qui douteraient de la véracité de ce qui vient d'être avancé, je vous conseille de vous procurer un exemplaire du Mahabharata, très facile à obtenir. Vous pourrez y retrouver toutes les informations présentées et beaucoup d'éléments encore plus extraordinaires. Je vous conseille également le livre Vimana de Fabrice Bianchin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre... Bien. Alors, tu vois, cette vidéo vient compléter celle qu'on a vue hier de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Le Mémorieux. Donc le Mémorieux se souvient de temps glorieux où les Ariens, donc l'achromatique, a fini par devenir un presque dieu, déferle sur le nord de l'Inde, met en place sa structure d'ores et déjà pyramidale, avec lui en haut, hein, évidemment, un système de caste. Aujourd'hui, tu vois, si tu ne sais pas toutes ces choses-là, tu vas croire que le système de caste est quelque chose qui appartient à une pseudo-race qu'on appelle les Indiens, qui sont colorés. Non, 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 ce sont bel et bien les achromatiques qui, après quelques dizaines de milliers d'années, ont fini par quitter... ils ont quitté le lieu où ils se trouvaient, à savoir le Caucase, pour aller se répandre sur toute la planète. Hein. Et dans le nord de l'Inde, se sont présentés un peu comme des dieux. Donc, dans le système de caste indienne, au sommet, il y a le brahman, qui est clair de peau, qui est un blanc en fait, enfin un achromatique, hein, faut aussi que moi je me souvienne d'appeler les achromatiques. Un achromatique, les achromatiques, et plus on descend dans les castes, plus on se rapproche de l'eumélanine, et tout en bas, il y a les fameux intouchables, qui sont des noirs. Et cette structure nazie, c'est ça le nazisme, hein. Ça commence, je te l'ai dit, le nazisme commence avec
avec le crime, le premier crime de Néandertal. Et peut-être même avant, le nazisme commence par ces ingénieurs venus d'ailleurs qui viennent bousculer l'incarnation de Dieu dans sa créature élue, qu'il fait évoluer petit à petit du primate vers l'Homo sapiens jusqu'au fameux Homo Deus dont rêvent les scientifiques d'aujourd'hui. Mais ils rêvent de quoi? Ils rêvent toujours de la même voie, une voie illicite. La voie licite ne conduit pas à ce qu'on a vu. On a vu de pseudo-dieux qui sont en fait des assassins, quoi, qui s'en prennent, grâce à leur technologie supérieure, à des gens beaucoup plus faibles. Ça n'a pas changé, hein, c'est toujours pareil. Je te lâche des bombes sur la gueule. C'est les mêmes gens. Donc quand je te dis que le Yamnaya est un nazi, c'est un nazi génétique. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Donc si tu t'imagines que la fine fleur du Yamnaya, à savoir l'arien, le nazi véritable, a été réduit à néant en 1945, c'est que tu n'as pas compris le film. Je te rappelle qu'il y a eu une opération qui s'appelle Paperclip, où les cerveaux nazis ont été déménagés en Amérique, aux États-Unis. Tu comprends? Donc maintenant, je vais essayer de te montrer quelque chose, toujours en corrélation avec cela. Alors, le mémorieux a juste oublié, dans son souvenir des temps glorieux, a juste oublié de se souvenir, de se remémorer ô combien les dieux humains, là, étaient juste des salopards, les mêmes. Donc je vais essayer de te montrer quelque chose dans la même lignée. Excuse-moi, le pied de ma caméra m'empêche de voir. Tchouk. Ok, let's go. Donc je t'ai parlé de la mystique du Troisième Reich. Le Troisième Reich était en train de faire quelque chose. C'était pas juste une guerre, du tout. C'était pas une guerre d'expansion. Non, non, non. Ils étaient en train de reformer ce que tu viens de voir. Souviens-toi que je t'ai dit que nous étions dans des boucles rituelles de réitération. Donc, on refait toujours les mêmes choses. Donc, si on veut comprendre les comportements actuels, il faut remonter nécessairement aux origines. Et quand on connaît les origines, on comprend. Et le principe de boucle n'est pas un mauvais principe, hein. C'est même un principe cosmique. Aussi longtemps que tu n'as pas compris, on y retourne. Tu n'as toujours pas compris, on y retourne, on y retourne, on y retourne. Tu vois? C'est en ce sens que je t'ai rappelé, dans une de mes vidéos, que tu n'as peut-être pas vu parce que elle est éloignée, mais je t'ai rappelé que j'avais découvert, avec des lobbyistes assez particuliers, un opéra qui s'appelle Les Carmina Burana de Karl Orff, qui était le compositeur officiel du Troisième Reich. Et un des textes dit dans cet opéra « Quisquis amataliter volviturim rota »
Même celui qui aime ainsi tourne sur la roue. Et la roue en question, c'est bel et bien cette boucle rituelle de réitération. Tu comprends? Donc dans le cadre de cette boucle rituelle de réitération, nous allons constater que les nazis du Troisième Reich ont bel et bien reproduit ou tenté de reproduire les Vimana qu'ils appellent Haonebu. The next step after the Vril flying saucers was the Honeybu series of craft. By 1939 the SS had produced the RFC-5, which it called the Honeybu 1. In August 1939, the machine made its maiden flight and proved its viability. The early Honeybu 1 craft, of which two prototypes were constructed, were 25 meters in diameter, had a crew of 8, and could achieve the incredible initial velocity of 4,800 kilometers, but at low altitude. Further enhancement enabled the machine to reach 17,000 kilometers. Flight endurance was 18 hours. To resist the incredible temperatures of these velocities, a special armor called Victolan was pioneered, specifically for both the Honeybu and Vril series of disc craft. The Honeybu 1 had a double-hulled Victolan. The early models also attempted to test out a rather large experimental gun installation, the twin 60mm KSK strong ray cannon. It has been suggested that the ray from this weapon made it a laser, but it was not. It could transmit a powerful energy burst suitable to pierce up to 4 inch of enemy armor. When a Vril 7 was shot down by the Russians, in 1945 a similar underbelly-mounted KSK gun was destroyed, with debris recovered from the battle site. The heavy gun installation, however, badly destabilized the disc, and in subsequent Honeybu models lighter MG and MK cannon was supposedly installed. The Honeybu 1 first flew in 1939 and both prototypes made 52 test flights. In 1942, the enlarged Honeybu 2, which was 26 meters diameter, was ready for flight testing. This disc had a crew of 9, and could also achieve supersonic flight of 6,000 to 21,000 kilometers with a flight endurance of 55 hours. Both it and the further developed 32-meter diameter Honeybu 2 had heat shielding of 2 hulls of Victolan. The craft were constructed and tested between 1943 to 44. The craft made 106 test flights. By the end of 1940, the Honeybu 2 had entered service as a reconnaissance aircraft, and there is certainly photographic evidence to support this. For example, one was caught on camera near Antarctica in 1940. The design of the Honeybu 2 should be noted for future reference, whatever their exact nature. It appears confirmed that a range of alternative design aircraft were by now on the drawing board, or hovering above the ground. Some of these designs proved worked, and successes were being reported. On 17th April 1945, by 1944, the perfected war model, the Honeybu 3, was tested. 2 prototypes were built. These massive machines, several stories tall, were crewed by 20 men. They were also capable of hypersonic speed beyond 21,000 kilometers. The SS had intended further plans for a 120-meter diameter Honeybu 4 were in the works, but no such craft is known to have been constructed before the end of the war. However, these new technologies were coming online too late, for the war was already being lost and won. Within months the Allies
and Russians had poured into Central Europe, Hitler was thought dead and the war apparently over, and as soon as the war was over, ghost rockets started appearing over Scandinavia, and within 2 years flying saucers were being reported wholesale over mainland United States. It was no coincidence. Ok, bien. Alors, faut que tu comprennes une chose. Des forces, des entités sont en concurrence d'avec le Dieu originel et véritable. Et bel et bien veulent accéder au plan supérieur. La planète Terre est leur playground. Tandis que le Dieu originel et véritable menait son œuvre d'incarnation dans le monde à l'intérieur d'une créature élue ou d'une suite de créatures. Il y a une évolution du primate vers l'Homo sapiens, puis ses suites, jusqu'à ce que la créature soit suffisamment parfaite pour incarner ce qu'on appelle Dieu, la vie si tu préfères, le vivant des vivants. Il a été court-circuité. Le drame cosmique a commencé. Faut quand même que je te parle un peu de cette technologie rapidement. Je vais essayer de trouver quelque chose là-dessus. Il me semble que j'avais sélectionné une vidéo. Ouais, ça va être là. Ah non, c'est pas ça. Zut, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, dommage. Je sais plus où j'ai mis ça. Attends, je vais taper. Je pense que je vais pouvoir trouver ça rapidement. Yeah. Donc, faut que tu comprennes le principe de l'antigravitation pour comprendre ces Vimana, etc. Là. Ok ? Je vais te montrer une petite vidéo rapide qui va te permettre de comprendre qu'il est tout à fait possible d'échapper à la gravitation. Il y en a pour 5 minutes et 41 secondes. I
am here at the University of Sydney where the mechanical engineering shop has built this incredible piece of apparatus for me. It is a 40-pound, that is 19-kilogram flywheel on the end of a meter-long shaft. Can you imagine trying to hold this out horizontally with just one hand at this end? It is impossible, okay? Now I'm gonna let go. You gonna be able to hold this at all? I hope so. Can you lift it out? Make it horizontal, hold it. Come on, just try to, I want you to hold it out horizontal. See if you can. Hold it. Oh, come on. What I'm gonna do is I'm going to spin this up to a few thousand RPM, and then I'm going to attempt just that, to hold it from one end and have it out horizontally. Five, four, three, two, one, boom. I'm gonna let go of my left hand. What you'll see is that the shaft remains horizontal. You can see it going around there. It almost looks as though the wheel is weightless. How does this work? Well, instead of pulling the wheel down to the ground as you'd expect, the weight of the wheel creates a torque which pushes it around in a circle. You may recognize this as gyroscopic precession. For a more detailed explanation, click the annotation or the link in the description to see my video on the topic. Here, I want to try something more extreme. I'm going to try to lift it over my head with one hand while it's spinning. Wish me luck. But before I make the attempt, Rod wisely suggests that I first check if I can lift the wheel above my head without it spinning. Let's prove that I can lift it just this end without it spinning. Here we go. I mean, it's just kind of awkward with the hand. Careful. Careful. Woo! Just barely. Oh, goodness. Do you even lift? Clearly I do not. Undaunted by my lack of strength, I'm going for it. But I want to make sure that the wheel is spinning as fast as possible to give me the best chance of success. Give it 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! That was perfect. Now I am going to release my left hand, and holding only with my right hand at the end of the shaft, I'll try to lift it up over my head. This is a 40-pound, 19-kilogram flywheel. Ready? Here we go. 3, 2, 1. Beautiful. Let's go again. In 3, 2, 1. Nice. Smart. 3, 2, 1. It feels incredibly light as I do that. When you said it felt incredibly light, Yeah. when you're lifting it feels light, Yeah. shouldn't. Bon, non. je pense que tu as compris le principe. D'accord? Je pense que tu as compris le principe. Je vais te chercher quelque chose d'autre quand même, qui va t'aider à mieux comprendre encore. Je sais pas si je vais trouver ça. Ouais, bon, je trouve pas quelque chose qui pourrait t'aider à mieux comprendre. Bon, en tout cas,
En tout cas, tu as compris que lorsque le disque métallique est en rotation, il se met à... sa masse commence à s'annuler finalement. Donc, l'important c'est le principe, avoir compris le principe. Il existe un métal qui entre en rotation dans un champ électrique. Lequel? C'est un métal devenu interdit, totalement interdit. Et pour cause. On a mis le loup derrière. Ouh, touche pas. Ouh. Si tu touches, tu vas mourir. Danger. Don't touch. C'est le mercure. Donc, les vaisseaux que tu as pu voir sont des vaisseaux à antigravitation mercurielle. Voilà. Ce qu'il est important de noter dans tout ce qu'on vient de voir, c'est que les dieux en plastique, là, tu les vois quelque part? Je sais pas, je regarde. Hein. Ouh, vous êtes où? Ah, quelqu'un vous aurait dérouillé peut-être. Je pense qu'ils ont dû se faire dérouiller. Eux et leur vie menace. Donc, il doit y avoir plus fort qu'eux. Voilà. Ce qui est important de retenir également, ou d'extraire, sont plusieurs choses. La première, c'est la vanité. La vanité de ces hommes qui n'en sont pas, qui veulent être divins. Ils n'ont pas été élus, mais ils veulent. Ils veulent selon leur modalité à eux. Mais selon les modalités naturelles, c'est un processus. Il faut être en mesure, digne, d'incarner la divinité. C'est... Oh, quand même. Quand même. Eux voudraient pouvoir être la divinité, même, mais tout en restant eux-mêmes. Tout en restant la bête immonde. Tu comprends? Je t'ai dit, j'ai eu affaire au système judiciaire ici. Je t'ai dit que ce sont des branquignoles qui cachent leur illégitimité. Et pour cacher leur illégitimité, me concernant, ils ont monté un dossier contre moi pour vite m'accuser, et me condamner. Pour faire valoir le principe de la chose jugée, faisant que c'est jugé, c'est vrai. Mais espèce de bon à rien, espèce de petite merde que tu es, juge de mes couilles. Durant la Ve République, il y a eu 11 révisions de procès. 11. Ce sont des scores qui ressemblent fort aux scores des dictateurs africains lors d'élections présidentielles. Tu vois à peu près ce que je veux dire? Le seul fait que tu n'aies eu que 11 révisions de procès démontre que tu es un branquignol fini et que tu n'es pas à ta place. Et tu vas retourner à ta putain de place. Believe me. Les hommes à leur place.
les robots biologiques esclaves là à leur place. Tu comprends? C'est l'heure du choix. Ou tu entres dans la voie, sur la voie, par la voie, naturelle et véritable, ou tu veux continuer tes conneries, et tu vas morfler. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de place pour tes conneries. Donc je vais te montrer ô combien ces branquignoles, tous ces branquignoles sont non seulement illégitimes, mais intrinsèquement ce sont des lâches. Tu vois? Des lâches. Comme ces dieux qui attaquent de faibles créatures avec des armes disproportionnées et à partir du ciel, donc ça va, j'ai rien à craindre, la vie est belle. Je vais te montrer maintenant quelque chose d'autre dans le même esprit, pour te montrer que c'est un esprit qui perdure et que c'est bel et bien un esprit qu'il s'agit de déposer. Bouge pas. Ah, c'était où ça? Hop. Je vais te montrer deux petites vidéos qui parlent de la même chose. Bon, tu sais que... oui, tu sais que les Noirs ont souvent, trop souvent, participé aux guerres qui ne les regardent pas, quoi. Les histoires de Yamnaya. Et pour les remercier, ils sont pris un coup de pied au cul à chaque fois. Parce que, si tu reviens à l'origine, pour le Néandertal, l'Homo sapiens n'est qu'un moyen pour lui d'ascensionner. Tu comprends? Il ne le reconnaît pas. Et il ne le reconnaîtra jamais. Il veut être l'élu. Tandis qu'il est la bête immonde. Et même s'il change de costard, qui prend l'apparence de Brad Pitt, ça reste toujours la bête immonde. Tu me suis? Au Cameroun, il y a eu... je te montre. 1956. C'est une page... Ouais, c'est une page... ouais, ils ont toujours une page sombre de leur histoire. Non, toutes tes pages, elles sont putain de sombres, connard. C'est une page sombre de l'histoire de la présence française au Cameroun. Après un demi-siècle d'indépendance, le voile se lève sur les massacres des Bamileke, qui forment la communauté ethnique la plus importante du pays. Les derniers survivants anticolonialistes dénoncent des exactions commises par l'armée française. François Bader. Que s'est-il passé en pays Bamileke à l'époque de la lutte pour l'indépendance ? Pour l'armée française, une simple opération de maintien de l'ordre. Pour les derniers témoins vivants, une véritable guerre dont l'histoire reste à écrire. Dans ce village, 2 hommes ont vécu les événements. L'un était maquisard, l'autre était un milicien au service de l'armée française. Bien que dans des camps opposés, ils confirment les atrocités commises contre les populations civiles. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Dans cette maison, on fête aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau-né. Femmes, enfants, personne n'était épargné à l'époque où la France faisait la guerre aux rebelles indépendantistes. Pour l'armée française et ses supplétifs, il s'agissait de couper les maquisards de la population civile.
on bombardait tout le monde et on brûlait même les cases. Les personnes qui étaient dans... Mais des fois, l'armée française faisait entrer les gens et brûlait même la maison. Cet homme était un chef de maquis. Ce qu'il décrit des bombardements de l'aviation française n'était peut-être pas du napalm, mais cela y ressemblait fortement. Il y avait l'avion devant qui versait liquide, et puis le deuxième avion mettait le feu, c'est-à-dire avec les balles incendiaires. Les historiens ont encore beaucoup de choses à découvrir sur cette guerre qui ne dit pas son nom. Certains parlent de génocide, mais ils ne sont pas tous d'accord sur la question. Il reste des points à éclaircir, justement sur la taille du génocide. Les gens ne s'accordent pas sur les chiffres. Parce que quand on dit 400 000 personnes tuées, les gens s'interrogent quelle était la taille de la population bamileke de l'époque pour qu'on en tue 400 000 et qu'il en reste encore. En pays bamileke, les opérations ont continué plusieurs années après l'indépendance du Cameroun, sous couvert de coopération militaire. Images, documents, toutes les archives restent gardées en France sous le sceau du secret défense. Bien. Attends, bouge pas. Quelques secondes. Ça va, tu me vois? Je vais t'en mettre une autre, je pense. Ouais, je vais t'en mettre une autre, je pense. Mais tu pourras toujours aller chercher par toi-même, hein. Voilà, je vais t'en mettre une autre. Alors dans cette autre vidéo que je vais te mettre, il y a des photos d'illustration, mais qui ne correspondent pas, au massacre des Bamileke au Cameroun, parce que ces gens ont eu l'outrecuidance de vouloir être indépendants, tu vois. Et c'est en ce sens qu'il faut que tu comprennes que tu es en face de nazis. C'est dans leur essence d'être des nazis. Il faut que tu l'acceptes. Tu as là, ce sont des Français qui viennent de se faire dérouiller par les Allemands. Ça commence à partir de 1956, les velléités d'indépendance des pays d'Afrique. C'est lâche-moi les baskets, je suis sur mon continent, j'ai mon pays, me fais pas chier, quoi. Bon, truc normal. Eh bien, tu as cette structure que tu as pu voir dans la vidéo du mémorieux, structure aryenne, structure de caste, où la chromatique se croit au-dessus de tous ceux qui sont détenteurs de mélanine. Et plus t'en as, plus ils pensent pouvoir te dominer. Parce que plus t'en as, plus en fait tu es l'être légitime. Ce qui le renvoie à sa pure médiocrité. Au fait qu'il n'est absolument rien. Et je te rappelle... Attends, on regarde d'abord cette vidéo, après je te rappelle ce que je dois te rappeler. Salut! Nous allons parler aujourd'hui de l'histoire du Cameroun. Il s'agit du génocide du peuple bamileke orchestré par la France et ses alliés. N'oubliez pas que cette partie de l'histoire du Cameroun n'est pas enseignée à l'école. Dans les années 1950, la guerre pour l'indépendance du Cameroun était très rude.
Les Français voulaient une mainmise totale sur le Cameroun et surtout sur le sous-sol. Cette guerre a duré pendant plus de 7 ans et a fait des milliers et des milliers de morts. On dénombre environ plus de 5000 morts. Elle avait d'un côté les habitants de la région de l'Ouest Cameroun, partisans de l'UPC, et de l'autre la France et une partie de l'administration camerounaise. En effet, les partisans de l'UPC voulaient l'indépendance totale et sans condition du Cameroun. Ils estimaient que l'indépendance du Cameroun proclamée par la France était un fait et que Ahidjo, futur président du Cameroun, était pour les intérêts de la France. En cherchant alors l'indépendance totale du Cameroun, l'UPCC est ainsi vu contraint d'accepter de verser le sang des milliers de Camerounais. C'est ainsi que face à l'hostilité du peuple bamileke et d'une partie des bassins du littoral, la France s'est vue obligée d'effacer la région de l'ouest de la carte du Cameroun. Plusieurs missions d'assassinat secrètes sont confiées par la France à ses soldats. Cette guerre a eu des conséquences énormes. On assiste à l'assassinat des leaders de l'UPC, à savoir Ruben Oum-Yobé, tué en 1958, de Ernest Ouangé, tué en 1971 sous le régime de Amadou Ahidjo, de Félix Moumié, mort en Suisse empoisonné par les services secrets français en 1960. On compte plusieurs dizaines de milliers de morts. La torture était devenue donc le quotidien du peuple bamileke. Les documents qui parlaient du génocide bamileke ont été censurés. Nous avons à cet effet le livre écrit par Mongo Betty sur le génocide du peuple bamileke qui fut saisi, interdit. Tous les exemplaires ont été brûlés. Les Bamileke qui luttaient contre la France étaient qualifiés de maquisards. La France a pratiqué la mort par décapitation, par bombardement, par torture et par suicide, et également par noyade dans les cours d'eau. Les corps des Bamileke étaient brûlés avec du napalm, propagé partout à l'aide des avions de chasse. L'un des survivants de ce génocide déclare, je cite, « La France bombardait sans même connaître si c'est un homme ou si c'est un enfant. » Les Français capturaient les Bamileke, leur assassinaient et n'envoyaient aucune nouvelle à la famille des défunts. Les Français soutenus par Ahidjo coupaient constamment plusieurs têtes et déposaient dans les rues à Bafoussam et partout à l'ouest où la résistance était rude. Les assassinats devaient se faire sous anonymat afin que la France ressorte de cette affaire les mains propres. Ceci s'explique par le fait que beaucoup de partisans de l'UPC arrêtés ont été assassinés pendant la nuit. D'autres ont été jetés dans des chutes d'eau de la Métier pendant la nuit. Parmi les morts de cette chute d'eau, nous pouvons citer l'exemple de Jacob Fossi, l'un des partisans de l'UPC, qui à sa mort a entraîné avec lui dans les chutes d'eau l'un des commandants français du nom de André Outarde. Les soirs, des coups de fusil circulaient partout. Les habitants de l'Ouest allaient tous s'entasser dans une salle pour dormir. Certains allaient dormir dans des ravins et d'autres dans les fosses. Entre les années 1950 et 1972, tous les Bamileke devaient fournir un laissez-passer pour avoir l'autorisation de circuler au Cameroun. Ce laissez-passer qui était bien sûr fourni par la France et ses administrés. Les militants de l'UPC avaient désormais l'interdiction de chanter l'hymne national du Cameroun au profit de la Marseillaise. La Marseillaise, c'est bien sûr l'hymne national de la France. Pour ceux qui veulent en connaître plus de cette guerre, j'ai mis dans la barre de description 2 livres qui parlent de ce génocide et qui ont su, par je ne sais quelle manière, résister à la destruction.
vous pouvez consulter ce livre. Et d'ici, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ok. Bon, tu vois que les images d'illustration, bah, illustrent quoi? Bah, elles illustrent quelque chose de récurrent, de constant, d'habituel. Tout est normal, au fond. Tout va bien. Tu vois? Et là, on parle des noirs, mais des noirs noirs, mais des noirs moins noirs, il y en a eu plein, tu vois. Les Indiens, qui s'appellent pas les Indiens, tu vois, rien que ça, c'est déjà une violence. Ils sont jamais appelés les Indiens, c'est juste que parce que on a affaire à une bande de connards, fini, tu vois. Le mec, il arrive sur un continent, il dit aux gens, toi, t'es l'Indien, quoi. Le mec, il dit, non, non, je suis pas les Indiens c'est là-bas. Mais si, t'es l'Indien, et ta gueule. Non, mais tu es malade ou quoi? Est-ce que tu prends conscience que tu es malade? Et tu portes ta maladie depuis au moins 40 000 ans. Au moins. Donc là, tu vois, ça, c'était le pays des droits de l'homme, hein. Rien que ça, tu vois. Ah, ils sont aussi doués pour se nommer de manière glorieuse. Tu vois, t'as des bons à rien, mais ils se donnent des noms de stars, tu vois. Ça, c'est ce que tu dois constater. Et tu dois constater également que tu as affaire à des lâches qui n'assument pas leurs actes. Tu sais que cette affaire des Bamileke, c'est classé secret défense. C'est touche pas. Et pour cause, ça montre ton visage, rien de plus. En fait, c'est juste ta sale gueule qu'on te montre, rien de plus. T'as une sale gueule? Bah écoute, fais une chirurgie esthétique, mais une vraie, quoi. Tu vois, tu fais que tu mettes du maquillage. Et le maquillage que tu mets, sont nogènes. Parce que ta sale gueule de Néandertal, moi je la connais. Et à ce propos, voilà ce que je voulais te rappeler, guerrier. J'appelle guerrier les hommes et les femmes, hein. C'est pareil. Ce que je vais te rappeler, guerrier, c'est que les droits de l'homme ne s'appliquent qu'à l'homme. Et ici, il n'y a qu'un seul homme, et il s'appelle Homo sapiens. C'est pas parce que tu as mis son costard que tu es lui. Non, toi, tu es un robot biologique qui a été conçu à l'origine pour descendre dans les mines. Tu comprends? Donc, mon cher guerrier, quand tu es en face de nazillons comme ça, là, que tu sais qui ils sont en réalité, en plus, ils sont même pas des humains, même pas. Je t'ai dit, la pire chose à leur faire, je te l'ai dit dans une vidéo, je crois que dans l'hommage à Mobali Makassi, la pire chose à leur faire, c'est de, en toi, te souvenir de qui ils sont et qui ils ne sont pas. C'est plus que suffisant, en fait, au niveau vibratoire. T'es pas obligé même de parler. Le seul fait que tu sois celui qui sait, celui qui te fait face, et qui n'est rien de plus qu'un Yamnaya, c'est-à-dire un Néandertal ayant volé des gènes de nous, Homo sapiens. Quand t'es en face de ça, juste tu le regardes. Et au niveau vibratoire, d'un point de vue énergétique, je t'ai dit que nos cellules communiquaient. Donc tes cellules, là où est ta mémoire supplémentaire, va communiquer avec leurs cellules. Tu comprends? Sois bien assuré que ils m'en font voir de toutes les couleurs. Ils me font les pires horreurs du monde. Les pires horreurs. Ils ne sont pas forcément conscients pour ceux qui agissent de ce qu'ils font. Parce que c'est au-delà du conscient. Ça se passe dans le subconscient. Tu me suis? Et dans le subconscient, il n'y a que la vérité. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Bien sûr que tu comprends. Les pires, ici, sont les fonctionnaires du régalien, pseudo-régalien. Régalien veut dire relatif au roi. Il semblerait qu'il manque une pièce principale dans leur puzzle. Les pseudo-fonctionnaires du régalien sont des chiens dociles.
Ils obéiront toujours à la voix de leur maître. Jacques a dit, la voix de Jacques. Je t'ai expliqué que ici, il y a quelque chose qui domine. On l'appelle Norma One, mais tu peux aussi l'appeler Jacques, c'est pareil. Tu vois? Il y a un Jacques qui dit ici. Il y a un Jacques qui norme. Ben, Jacques, c'est Norma One. Ils obéiront toujours. Ils ont toujours obéi. Ils ne servent qu'à ça, à obéir. Ils n'ont pas de conscience individuelle. S'ils en ont eu une un jour, ben, ils l'ont bazardée pour entrer dans une conscience collective. Celle des nazis. Rien de plus. Qui rêvent de devenir des dieux. Amis guerriers, ça va dérouiller. Et pas qu'un peu. Je te prépare, rien de plus. Ciao.